Nous sommes à moins d'une trentaine de kilomètres de Damas. Regardez ces images qui représentent l'un des symboles de la chute du pouvoir de Bachar al-Assad. La prison de Sednaya a été libérée la nuit dernière par les rebelles. C'est l'établissement pénitentiaire qui a abrité des milliers d'opposants au régime condamnés à subir des traitements inhumains, des viols, des humiliations, des privations et des exécutions. Cette prison était surnommée l'abattoir humain. Cette prison, elle est tombée, comme la ville de Damas, aux mains des rebelles, aux mains des islamistes. Pour Donald Trump, si le pouvoir d'Assad est aujourd'hui détruit, Assad n'est plus là, il a fui son pays. C'est parce que son protecteur, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger. Est-ce que ce soir, Maxime Lefebvre, cette chute de Damas, du régime de Assad, est aussi la défaite de Vladimir Poutine ? Je pense qu'on peut dire oui, parce qu'effectivement, il y avait une alliance depuis très très longtemps entre la Russie et la Syrie, qui remontait déjà à l'époque de l'Union soviétique. On a parlé tout à l'heure de la dynastie des Assad, et l'ouverture, par exemple, de la base de Tartous, la base navale, elle remonte à cette époque-là, au tout début, donc je crois que c'était en 1971. Donc oui, c'est Poutine qui avait sauvé la mise à Assad quand il s'était impliqué en 2015 dans le combat contre les islamistes. On se souvient que les Russes avaient reconquis Palmyre, par exemple, avaient aidé à la reconquête de Palmyre. Et donc, il le soutenait de façon très forte. Et en plus, il jouait un rôle diplomatique avec ce processus d'Astana dont on a parlé, avec la Turquie, avec l'Iran. Donc oui, c'est ça, sans aucun doute, un affaiblissement de la Russie qui est dans une position aujourd'hui où elle est quand même épuisée par cette guerre en Ukraine et elle est obligée, effectivement, de limiter ses moyens à l'extérieur. Jeanne Berger. Oui, je pense, moi je suis complètement d'accord avec cette position. Aujourd'hui, on voit quand même que la chute de Bachar el-Assad a été si rapide que ça veut aussi dire que Poutine n'avait plus les moyens de le soutenir. Et à ce titre, je voudrais rappeler quand même, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé en Ukraine ces 2-3 dernières années. Pendant 10 ans, il s'est passé la même chose en Syrie. Pendant 10 ans, Poutine a soutenu Bachar el-Assad, a bombardé le pays, les hôpitaux, les civils. Et c'est aussi, si vous voulez, la fin de ce système-là. Et pour moi, je le vois aussi comme le fait que les Syriens n'ont pas accepté ça et ne souhaitent plus l'accepter. Marc Semo. Oui, c'est une très lourde défaite pour Poutine. Parce que la guerre en Syrie, ça a été un peu la répétition générale de ce que l'on a vu ensuite en Ukraine. Oui. C'est parce que Poutine a vu que Barack Obama n'était pas capable de tenir ses lignes rouges, n'était pas intervenu en 2013, il interprétait ça comme un signe de faiblesse, qu'il est intervenu en Syrie en 2015 avec son aviation et qu'il a sauvé la mise au régime. Et donc, c'est là aussi que s'est forgée une alliance opérationnelle entre la Russie et l'Iran, que l'on voit là aussi en Ukraine à propos de la fabrication et des livraisons de drones. Donc cet échec est déjà un échec pour lui. La seconde chose, c'est que c'est aussi un axe stratégique qui actuellement est pulvérisé. C'est-à-dire, plus encore que la Russie, c'est aussi l'Iran qui est le grand vaincu. C'est-à-dire, jusqu'ici, il pouvait tenir un axe chiite par une continuité territoriale qui allait depuis l'Iran jusqu'au Liban, le Hezbollah, son proxy le plus important, via le territoire syrien, même si régulièrement les Israéliens faisaient des bombardements ou autres. Et ça aussi, si la Syrie bascule, enfin elle a basculé déjà comme grand pays sunnite avec Al-Joulani comme futur homme fort avec une coalition quelle qu'elle soit, etc., cette espèce d'autoroute, parce que certains, beaucoup ont employé cette métaphore, pour les armes de l'Iran vers le Hezbollah, est fini. Donc un autre point stratégique central de ce qui était la stratégie de la Russie au Moyen-Orient, qui était revenu au Moyen-Orient à l'occasion du conflit syrien, est pulvérisé. Et ensuite, on ne sait pas quel est l'avenir des deux bases russes, le port de Tartous, qui est son seul port en Méditerranée, et la base de Emlin, la base aérienne, qui est aussi essentielle. Alors, raisonnablement, ils vont essayer de négocier avec le nouveau pouvoir syrien leur maintien, mais rien n'est acquis de ce point de vue-là. Donc, pour Poutine, ça fait partie et une énième de ces défaites
entraîné par sa guerre en Ukraine. Lucas, avant de vous entendre, partons à Moscou, retrouver notre correspondante Anissa El-Jabri. Bonsoir Anissa. Comment réagit Moscou à la chute de son allié Bachar al-Assad ? Eh bien, en fait, il y a évidemment deux types de réactions, ce qu'on peut entreapercevoir à travers les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou la télévision, et puis les réactions officielles. Par exemple, si vous regardez la télévision ici aujourd'hui, eh bien, vous ne verrez absolument aucune scène de liesse, vous ne verrez pas de prisonniers s'échapper des prisons, vous verrez du désordre, vous verrez de l'inquiétude, vous verrez des hommes barbus et armés. Alors, ces hommes qui ont pris les commandes du pays à la suite de Bachar el-Assad, aujourd'hui, en Russie, on ne les appelle plus des terroristes. La télévision parle de combattants armés et dans son communiqué officiel de réaction à la chute de Damas, eh bien, la diplomatie russe a notamment évoqué des factions de l'opposition syrienne avec lesquelles elle est en contact. On imagine bien qu'il y a des sujets sur les civils russes, on ne sait pas combien ils sont encore sur place, et puis ces deux fameuses bases russes qui sont tout aussi importantes. Il est évidemment évoqué dans le communiqué officiel de la diplomatie russe le départ de Bachar el-Assad, dont il est dit qu'il a eu lieu à la suite de négociations auxquelles la Russie n'a pas pris part. Rien n'est dit sur le lieu où il pourrait être parti. En tout cas, si on regarde ce que disent là aussi les experts qui sont invités à la télévision d'État et ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement sévère pour Bachar el-Assad. Si on regarde par exemple ce que peut dire la chaîne Telegram Ribar, dont vous savez qu'elle est réputée proche du ministère de la Défense, eh bien, elle a dit très immédiatement après l'officialisation de son départ par la diplomatie russe, je cite, Bachar el-Assad s'est enfui lâchement du pays, abandonnant tout le monde. Et globalement, dans les médias russes, on parle d'une armée syrienne qui n'a fait pas du tout le choix de se défendre et qui n'aurait pas écouté, dit-on, les avertissements de la Russie. Merci beaucoup Anissa El-Jabri en direct de Moscou pour ces précisions. Lucas Manger. Ces précisions ajoutent à ce que disait Marc à l'instant, c'est-à-dire que Vladimir Poutine est tout sauf idiot, il l'a montré ces dernières années, et Joulani est un très fin politique. C'est-à-dire que les Russes ont un seul intérêt là, c'est garder absolument leur base navale, surtout la base navale à mon avis, plus que la base aérienne, sur la Méditerranée. Donc seront prêts, et on va le voir dans les jours qui viennent, à négocier avec Joulani, avec qui ils ont peut-être déjà commencé à parler depuis quelques jours, pour être absolument certains que la Russie gardera. Là, ils ont, je crois, 7 navires, ce qui n'est pas rien quand même, qui sont positionnés sur la Méditerranée en Syrie. Et donc, ils vont essayer de négocier. Ce que ça montre, c'est que on ne peut pas savoir ce qui va se passer en Syrie dans les semaines et les mois qui viennent, mais ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que Joulani est un stratège politique. En plus d'être un combattant, ça fait des années qu'il travaille ce truc-là. C'est ce que rappelait Gwendoline de Bono tout à l'heure. Ça fait des années qu'il travaille des contacts dans toute la région, qu'il a rompu pour des raisons politiques avec Abou Bakr al-Baghdadi, parce qu'il lui voulait faire un djihad mondial, lui s'est concentré sur la Syrie, c'est un islamiste mais aussi un nationaliste syrien, et il y a eu un petit élément la semaine dernière qu'il a montré, qui était très intéressant, j'ai ça dans le cadre des négociations qu'il a peut-être déjà, il a demandé aux Irakiens de ne pas laisser passer des milices pro-Assad sur le territoire syrien. Vous pouvez penser que les Irakiens allaient dire on va défendre notre ami Bachar. Et bien les Irakiens ont répondu officiellement le lendemain oui, on n'ira pas. Ce qui veut dire que Joulani a préparé ce coup. Non seulement il y a cette avancée de 11 jours très spectaculaire, mais que diplomatiquement et politiquement, il a probablement eu des contacts, parlé à des gens, peut-être même jusqu'à Moscou pour dire on va y aller vraiment. Et donc laissez-nous faire. Alors sur ce point justement, il y a aussi le rôle de la Turquie. C'est-à-dire Joulani avait des rapports avec les Turcs, la poche d'Idleb, qui a été un peu son laboratoire, parce que pendant 10 ans, il a montré qu'il était responsable, qu'il savait gérer, qu'il avait éradiqué les islamistes les plus radicaux. Donc il avait des rapports avec la Turquie, et notamment avec l'actuel ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, qui avait été pendant des années le patron des services secrets turcs, et qui est l'homme qui connaît le mieux dans la région tous les groupes de la rébellion syrienne. C'est lui qui, pendant des années, les a manipulés, les pires comme les meilleurs. Et donc, il les connaît très très bien, il connaît très bien Joulani. Donc là aussi, c'est pour Joulani une carte et vis-à-vis de la Russie, et vis-à-vis de la Turquie, où il peut jouer d'un équilibre, et il peut aussi les utiliser comme relais. Amiral, on a appris, selon les services de renseignement, que Poutine retirait ses navires et ses armes de Syrie, même le symbole d'une déroute. Ouais, il a tout perdu parce que
avec l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, la Baltique est devenue une mer de l'OTAN, alors que donc on emploie souvent l'image des narines de l'ours russe qui sont bouchées avec les détroits baltes et puis bien sûr avec les Dardanelles. Tartous, il faut se rappeler que du moment les plus forts de la guerre froide, l'escadra soviétique que j'ai rencontré bien souvent dans ma jeune carrière, c'était 40, 50, 60 bateaux. Et que Tartous, depuis les années 70, est devenu le point principal. Je pense qu'ils ont besoin d'une base aérienne aussi, mais c'est peut-être moins fondamental parce que Tartous est véritablement le point d'entrée, en plus par une base qui est aussi un port. On ravitaille et on avitaille, bien sûr, des forces qui en auraient besoin. Donc, mais je voudrais juste prolonger cela en disant qu'il y a peut-être un vaincu, le Poutine, mais il y a un vainqueur, la Turquie, parce que son rôle un petit peu ambigu vis-à-vis de l'OTAN, elle est dans l'OTAN tout en étant attaquant l'OTAN, attaquant les bateaux, les trucs. Eh bien, les Américains en ont de plus en plus besoin. Les Américains, donc le monde occidental, a de plus en plus besoin d'Erdogan dans la région. Et je pense que ça, c'est une victoire, j'allais dire, à long terme, et une victoire surtout stratégique.